Alors, bonjour à tous. Tout le monde m'entend? Oui? Très bien. Alors, merci d'être venus nombreux aujourd'hui, malgré ce beau soleil. Alors, bienvenue à tous pour cette seconde table ronde qui a pour sujet la place du français et de l'apprentissage des langues étrangères en France. Donc, un sujet assez intéressant. Alors, la structure sera légèrement différente de la première table ronde. Donc, chaque invité aura une petite quinzaine de minutes pour se présenter et présenter un petit peu son point de vue sur le sujet. Puis, il y aura 20 minutes de débat entre les différents invités. Et pour finir, il y aura un petit jeu de questions-réponses avec vous. Vous êtes contents? C'est bien. Très bien. Alors, je commence. On va présenter monsieur à ma droite, monsieur Axel Moget, qui est un essayiste universitaire spécialiste de la francophonie, spécialiste du Québec également. Il a beaucoup travaillé donc en France, au Canada, en Italie, au Japon. C'est un conférencier international reconnu. Il est consultant, chroniqueur à Canal Academy, IE Academy, hein. Et donc membre correspondant de l'Académie européenne. Il a été décoré à maintes reprises. Il est Grand Prix, médaille de Vermeil de l'Académie française notamment. Il a écrit pas mal de livres, dont le roman de la francophonie qui date, et pour lequel il a été primé en 1993 par le prix des Palmes de la francophonie. Et donc il témoigne de l'aventure de multiples des Français, des francophones et des francophiles dans une bonne vingtaine de livres, comme je l'ai dit déjà également. Sur ce, on va passer maintenant à mon invité de gauche, qui est un jeune chercheur en aérospatial, qui est secrétaire général du collectif Courriel, donc qui signifie collectif unitaire républicain pour la résistance et l'émancipation linguistique. On va terminer par mon ami François-Xavier Grison, qui est donc un ancien d'HEC. Il est secrétaire national pour les solidarités francophones au sein de l'UPR, et il est aussi accessoirement organisateur de ce colloque. Voilà. Alors, pardonnez-moi. On va commencer. On va donner donc la parole à monsieur Axel Moget, qui va commencer, qui va nous donner un petit peu son avis sur ce sujet dont on va traiter. Je vous en prie. Parfait. Bonjour mesdames et messieurs, très heureux d'être avec vous. Et évidemment, j'ai été là ce matin lors de la première table ronde, et je dois dire que tout ce qui a été dit est tout à fait vrai, édifiant, et montre dans quelle situation nous nous trouvons dans un pays, évidemment, où il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire, qu'on ne peut pas dire, et évidemment. Alors, moi, je pense que cet affaiblissement de notre langue, cet affaiblissement du français ne date pas d'hier. On l'a bien montré, etc. Et je vois personnellement, il y a un mot clé qui, pour moi, est essentiel, c'est celui de francité. C'est-à-dire qu'au fond, dans notre pays aujourd'hui, il y a un manque de francité. C'est-à-dire de se sentir français, de se sentir bien dans sa peau de français, d'évoluer en français, il va s'en dire. Et alors, on voit ce dessin très net dans l'effondrement physique de 14-18. Une bonne partie de notre peuple a disparu, il faut bien le dire, des hommes notamment, des procréateurs. Ensuite, il y a eu l'effondrement moral de 1940, et là, c'était quand même pour nous terrible, si vous voulez, comme effondrement moral. On est passé de deuxième puissance mondiale à je ne sais pas combienième puissance.
Et ensuite, il y a eu, bien sûr, je ne vous apprends rien, la question de la décolonisation, qui a laissé pas mal de traces, on l'a vu ici et là, suivie de la question de l'immigration. Et la question de l'immigration est quand même aujourd'hui au cœur, c'est un des cœurs de notre sujet, et au fond, c'est un peu dommage, car on ne nuance pas. Il y a, je dirais, la bonne immigration dont il faut se réjouir, et c'est-à-dire les gens qui acceptent, qui aiment notre pays, qui ont envie de faire quelque chose avec nous, et ceux qui s'en foutent comme de l'an 40, etc. Donc là, je crois que nous sommes au cœur, et ce matin, ça a été soulevé, au cœur d'un problème, c'est-à-dire à la fois d'une américanisation qui ne date pas d'hier, souvenez-vous d'Étiamble et compagnie, cette américanisation, c'est-à-dire le côté on va vers la modernité, c'est la mondialisation, c'est tout ce qui se fait de bien, etc. D'une part, ce côté américanisation, et pourtant, disons, on ne peut pas être anti-américain primaire, ça serait idiot. Et deuxièmement, le côté islamisation, qui quand même est inquiétant dans notre pays. Alors, je pense que si vous avez je dirais, cette confluence entre l'américanisation pénible, quand j'habite le Valois, et je vois le nouveau centre commercial qui s'appelle So West, moi j'avoue que les bras m'en tombent. Qu'est-ce que ça veut dire? Traduction française, tellement à l'ouest. Oui, d'accord, je veux bien, c'est vrai, la communauté à l'ouest. Mais enfin, c'est attristant, c'est affligeant. Et là, on pourrait faire des petits coups, je veux dire, aller quand même un peu manifester contre ces mots qui ne veulent rien dire, ou alors faire on comprend mieux cela peut-être, le driving. Enfin, on est en France, faire du driving, c'est quand même pénible, ça ne veut rien dire. Ou le crossover. Alors, une voiture, le crossover. Alors, traduisez-moi ça. Je veux dire, ça n'a aucun intérêt et c'est vraiment pénible d'avoir jour après jour, heure après heure, ces mots qui nous tombent comme ça du ciel télévisé, il va sans dire. Alors, pour aller de l'avant, eh bien, il est quand même extrêmement important de penser que petit à petit, nous nous affaiblissons. Et cet affaiblissement fait que nous allons tomber, nous le sommes peut-être déjà, en léthargie. Et moi, cet amour du français, cette francité que j'aime, je le dois à mes ancêtres, bien entendu, mais j'ai appris ce combat au Québec. Et je me souviens, quand la première fois je suis allé au Québec en 1964, j'étais bien jeune à l'époque, je voyais la ville de Montréal qui était véritablement anglicisée. Et dans les grands magasins, on ne pouvait pas parler un seul mot de français, il va sans dire. Il fallait toujours demander à une employée de venir du fond du magasin pour venir nous parler en français. Donc on mettait, pour acheter une paire de chaussettes, on mettait 25 minutes, ça devenait intolérable, il va sans dire. Donc ce que j'ai vu au Québec, et je me souviens aussi, revenu ensuite en 1970, je me souviens de ce marchand de journaux, qui, à un moment donné, je lui demande le devoir, c'est-à-dire l'équivalent du Monde ici, il me répond « Speak white, or I call the police ». Alors, j'avoue que quand on est dans des situations pareilles, ça devient un peu inquiétant. Alors, ce qui est grave, c'est que les Québécois, grâce notamment à mon grand ami Gaston Miron, poète poète de la Résistance, eh bien, Gaston Miron et ses amis et les politiciens, une belle partie de l'élite québécoise, ils ont réussi, si vous voulez, à transformer la donne et à faire en sorte que le Québec, qui contrôlait, le Québec francophone, qui contrôlait à peu près 35% de leur économie, 30 ans plus tard, c'est-à-dire vers 1990-95, ont contrôlé à peu près 72-73% de leur économie. Donc, vous avez là un peuple méritoire, et je pense que le temps est venu, en France, de se poser les vraies questions. Elles ont été posées ce matin, il y en aura d'autres, mais il serait quand même grand temps que nous prenions conscience que notre pays est en train de foutre le camp très très vite à cause de cette confluence
d'américanisation non comprise, non souhaitée par moment, et cette islamisation qui est un peu pénible. Je ne refuse pas du tout tous les immigrants, absolument pas. On en a besoin. Il y a des gens formidables parmi eux, mais il y en a aussi, on s'en passerait bien. Voilà, je parle net, je n'ai pas la langue de bois de mon côté. Mais tous ceux qui aiment la France, tant mieux, et nous sommes heureux de les accueillir. Alors, voilà pour ce premier point. Je ne sais pas combien de temps il me reste pour parler. À peu près 4-5 minutes. Alors, allons directement. Je ne parle pas de la loi Fioraso. Je pense, si vous voulez, qu'il faut penser à l'avenir, les stratégies d'avenir. Nous n'y pensons pas assez. Et je crois qu'il serait grand temps, et peut-être grâce à ce parti qui est en train de naître, si vous voulez, grâce, bien entendu, à François Asselineau, que je ne connaissais pas avant aujourd'hui, pour vous dire la vérité, il faudra organiser une vaste manifestation en faveur du français avec la participation de Français et de francophones, et il faudrait pouvoir réunir de 5 000 à 10 000 personnes au bas mot pour commencer, notamment, par exemple, à la Porte-Maillot, ça serait une très bonne idée, ou ailleurs, si vous voulez, même ici, pourquoi pas, etc. Ça, je crois que ça marquerait les esprits. Si nous arrivons, par Internet et par d'autres moyens, à faire venir de très nombreux jeunes, je crois que, et moins jeunes bien entendu, je crois que ça serait formidable. L'autre jour, j'ai donné une conférence au lycée Kléber à Strasbourg, un très bon lycée de Strasbourg, et je dois vous dire que les 300 jeunes, hommes et femmes, qui m'ont accueilli, ont été formidables. Quand on dit les jeunes en France ne s'intéressent pas au français, c'est totalement faux. On veut absolument nous seriner des tas d'histoires inintéressantes. La jeunesse française, qu'elle vienne d'ailleurs, qu'elle vienne de chez nous, ou qu'elle vienne d'ici, cette jeunesse adore notamment la francophonie, adore bien entendu cette langue française. Alors, je crois que le premier point, c'est une manifestation qui montrerait à l'élite complètement déconsidérée sur cette question du français que nous pouvons aller de l'avant, et vous allez le voir, si nous réussissons ce coup-là, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes nous rejoindront, parce que les Français, le peuple français aime la langue française, veut notre langue. Ceux qui la désirent beaucoup moins ou sont moins émoustillés par elle, c'est évidemment une partie, pas toute, mais une partie de notre élite. Donc c'est fondamental. Ce que nous pouvons faire aussi, ce que nous pourrions faire aussi, c'est l'organisation de grands colloques sur les stratégies en faveur du français. Ça, c'est important. Aujourd'hui, ce n'est pas négligeable, c'est important. Mais attention, il nous faut l'appui du milieu des affaires. Pourquoi le fait français en France et dans la francophonie et la francophonie, nous n'avons pas réussi jusqu'à présent? C'est que nous n'avons pas réussi à solliciter le monde des affaires, les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, etc. Nous avons besoin d'eux, il faut savoir les convaincre, ils doivent nous appuyer, car c'est l'avenir de la France qui se joue en ce moment. Nous arrivons vraiment à un moment charnière, je le crois intimement. Ensuite, il nous faut une stratégie inventive vers les pays francophones. Les pays francophones, les pays francophiles sont des pays formidables, très grande population, bien entendu. C'est l'avenir, ce sont nos pays émergents, bien entendu. Et nous devons absolument nous tourner vers eux, mais avec de bonnes stratégies. Alors, exiger aussi des débats sur les questions de l'immigration positive, c'est-à-dire le choix des immigrants. Cela est fondamental. Il est stupéfiant de constater en 2013, nous avons l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Eh bien, l'OIF ne nous présente pas des livres synthétiques sur l'évolution du français sur les 5 continents. Si aujourd'hui, vous voulez aller en Afrique, vous vous intéressez à l'Afrique, vous voulez voir ce que font les Africains de positif, et il faut des tas de choses formidables, nous n'avons aucun livre, essai, document de synthèse, à ma connaissance, qui nous permet
si vous voulez, d'en connaître plus sur ces femmes, notamment africaines, qui luttent dans leur pays de façon extraordinaire. Même chose pour l'Amérique latine. Nous n'avons pas de documents, de livres sur le fait français en Amérique latine, etc. Donc, regardez le côté argentin. Sait-on qu'à part le Québec, où il y a eu quelques immigrants qui sont allés au Québec, bien entendu, au XVIIe siècle, sait-on qu'en Argentine, il y a eu, à la fin du XIXe siècle, plus de 150 000 Français qui se sont installés là-bas. Personne ne le sait. Alors, si vous voulez, pour aller de l'avant, et c'est fondamental, il faut absolument avoir des documents. Aller de l'avant. Et cet argent que nous pourrions recevoir, si vous voulez, auprès d'industriels et de gens qui s'intéressent aux Français dans le monde et à la langue française, eh bien, permettrait, bien entendu, entre autres, de préparer ce genre de documents et de livres. Alors, regardez autre chose, l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, qui fait un travail formidable, mais personne n'en parle. Je veux dire, leur communication est nulle, enfin, j'exagère un peu, mais n'est pas très bonne, disons. Alors, tout ça fait que le français perd du terrain, alors que la demande de français est immense dans le monde, où que vous alliez. Que ce soit de l'Argentine, au Togo, au Maroc ou ailleurs, la demande de français est immense en Algérie et bien entendu au Mexique, etc. Mais il n'y a pas d'organisation et de bonne stratégie du français en France même, et c'est ce qui nous pénalise pour l'étranger et pour le rayonnement du français dans le monde. Voilà, je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire. Je n'ai pas forcément suivi le plan que je m'étais donné, mais je pense qu'il est tout à fait temps de nous réveiller et de dire à nos élites, car le peuple français veut sa langue, à nos élites que ça ne va plus continuer bien longtemps comme ça devient insupportable. Je vous remercie, Monsieur Mauget. On va passer maintenant la parole à Monsieur Grison, directement, car Monsieur Varnier souhaitait passer en dernier. Alors, Monsieur Grison, c'est à vous. Merci. Je souhaite tout d'abord rappeler brièvement, parce que c'est un débat, mais donc ça va de soi, mais si ça va sans dire, ça va encore mieux en le disant, comme disait je ne sais plus qui, enfin peut-être Talleyrand. C'est que les propos, bien sûr, qui sont tenus par les uns et les autres, n'engagent qu'eux-mêmes. C'est-à-dire que M. Mauget, il est certain que nous aurons des désaccords, non seulement vous et moi, mais probablement avec, même de manière certaine, avec ce que pense l'Union populaire républicaine de façon plus générale, lorsque vous parlez de l'islamisation, par exemple. Donc bon, ça fera l'objet peut-être d'un point dans le débat qui viendra ensuite. Voilà. Je pense que c'était important de le rappeler un peu en préambule de mon intervention. Moi, je souhaite en fait reprendre les choses, je dirais poser quelques questions simples. Au fond, c'est ce qui permet d'essayer de remonter un peu les causes aussi des problèmes qui se posent. Je vais peut-être changer de micro parce que je trouve pas qu'il soit très bon celui-là. Là c'est bien. Enfin, en tout cas, moi, ça me va bien. Hop, là, voilà. Il était un peu accroché. Oui. La première... une question, en fait, que je me pose, qui est un peu au fondement de ce colloque et de cette table ronde, c'est pourquoi une langue est-elle si importante pour un pays et pour une nation ? Après tout, pourquoi est-ce qu'on fait ce colloque quand même ? Je crois que c'est important de bien rappeler que la langue est ce qui nous permet d'ailleurs de nous réunir ici, puisqu'on se comprend les uns les autres grâce à elle, puisqu'elle nous est commune, cette langue française. Elle permet le mélange, elle permet l'unité, elle permet l'instruction également d'un peuple. Je crois que c'est un des facteurs d'ailleurs les plus importants d'intégration des migrants. C'est là d'ailleurs où je pense on peut aborder très rapidement cette question que vous pointiez d'islamisation ou que sais-je. Ce qui est absolument essentiel, c'est que quel que soit l'horizon d'où viennent les migrants, quelle que soit leur religion, leur origine culturelle, ethnique ou autre, c'est qu'ils
apprennent tout à fait bien la langue française, qu'ils la maîtrisent, comme tout un chacun, et c'est ce qui permet de s'intégrer totalement dans la société. S'intégrer, ça veut dire quoi au fond? C'est un mot qu'on entend souvent. Ça veut dire être capable de partager des activités avec ses concitoyens dans des domaines culturels, dans des centres d'intérêt que les uns et les autres ont, et qui n'ont absolument aucun rapport avec la question de savoir si un tel a telle religion ou si tel autre a telle autre religion. Ce qui compte, c'est d'être en capacité de pouvoir exprimer ce qu'on est, ces centres d'intérêt, de pouvoir les partager ça et là avec les gens. C'est ça qu'on appelle l'intégration pour moi. Je pense pour beaucoup de gens d'ailleurs, et ça passe notamment par le travail, par la langue française au travail, et je crois qu'on reboucle là assez bien avec ce qui a été dit dans la première conférence. Voilà. Bon. Donc la langue française, voilà, comme moyen d'intégration dans une nation. Et je crois que c'est important de le souligner parce que la langue permet de forger durablement, me semble-t-il, une communauté politique de destin. C'est-à-dire que la langue française, alors on dit souvent que c'est l'ordonnance de Villers-Cotterêts prise par François Ier en 1539 qui a permis de donner à la langue française la place si importante qu'elle a eue ensuite dans l'administration, puisque cette ordonnance a permis d'en faire la langue vraiment de l'administration des actes juridiques. Donc, ce qui montre d'ailleurs que la langue et le droit, le développement d'une langue et son application juridique sont intimement liés. C'est-à-dire qu'une langue qui n'a pas d'application juridique ou qui n'est pas une langue du droit se trouve quelque part dans une situation bancale dès le départ, ou au cours de sa vie si elle n'est plus la langue du droit. Ce qui d'ailleurs, on l'a vu avec la première table ronde, est quelque chose qui peut progressivement arriver en France avec ce qui est imposé progressivement par les institutions européennes qui ont tendance à privilégier en permanence l'anglais. Alors, j'en viens du coup au fait qu'affirmer une langue pour un pays, pour une nation, l'affirmer notamment dans le domaine du droit, comme je l'indiquais, c'est affirmer au fond une souveraineté à la fois collective, une souveraineté aussi individuelle, c'est que chacun, en donnant à sa langue maternelle la juste place qui lui revient dans sa vie quotidienne, au travail et autres, affirme sa propre maîtrise de lui-même, le fait de s'appartenir lui-même. Pour une nation, c'est la même chose. Je crois qu'une nation s'appartient elle-même lorsqu'elle est en capacité de faire valoir librement sa propre langue, de manière à se construire sa propre vision du monde. Donc, disposer librement de soi est tout à fait lié, je crois, avec la capacité à se forger par soi-même et dans sa propre langue, sa vision du monde. Voilà. La loi ensuite n'a cessé de préciser le statut de la langue française. Il y a eu plusieurs dispositions législatives. Une importante, qui a été déjà citée d'ailleurs, c'est le fait qu'à l'article 2 de la Constitution française figure cette phrase « La langue de la République est le français ». C'est en 1992 que cela a été ajouté à la Constitution. Voilà, j'en viens à la situation un peu d'aujourd'hui en posant une deuxième question simple. Est-ce qu'il y a une raison réelle à ce que on abandonne le français dans un certain nombre de domaines? On citait justement dans la première table ronde le monde du travail. Je citais en introduction de la journée la loi Fioraso qui veut remplacer progressivement la langue française par l'anglais dans l'enseignement supérieur et la recherche. Au fond, est-ce qu'il y a des raisons valables à ça? Alors, bien évidemment, moi je dirais que non. Une langue, c'est un corps vivant qui a besoin qui vit dans un environnement,
ne peut pas maîtriser une langue complètement en disant quel usage ceci, quel usage cela. Bien évidemment, on peut normer, on peut faire un dictionnaire, l'Académie française a tout à fait son utilité et sa place. C'est pas la seule d'ailleurs à faire un dictionnaire, enfin il y a d'autres dictionnaires qui existent. Il y a tout un travail normatif qui est indispensable, ne serait-ce que pour en faire un objet clair, intelligible, qui a sa construction, sa cohérence. Il est important qu'une langue soit capable aussi une langue nécessairement en tout cas, absorbe des mots étrangers en permanence, tohu bohu, pronunciamento, que sais-je encore, enfin, troïka, leitmotiv, enfin bon. Aujourd'hui, je sais pas, week-end par exemple. Aujourd'hui, bien sûr, c'est la situation est différente puisqu'il y a une invasion qui est absolument massive par les mots anglais qui sont imposés par un matraquage commercial, un matraquage dans les médias, également par des lois scélérates du type de la loi Fioraso ou ce genre de choses. Mais une langue est un corps vivant et il n'y a aucune raison à ce que, comme elle le fait depuis des siècles maintenant, la langue française ne puisse plus penser le monde de demain. Donc à ma question, deuxième question simple que je posais, est-ce qu'il y a des raisons réelles à ce qu'aujourd'hui, tout d'un coup, le français ne puisse plus dire la réalité du monde? Je ne vois aucune raison. Le français s'est enrichi en permanence depuis des siècles, et bien il va continuer à s'enrichir, non pas en substituant par des mots français par des mots anglais, mais en inventant des nouveaux mots français qui respectent la cohérence, la logique, l'esthétique, la construction de la langue française, tout simplement. C'est pour ça que c'est très important d'avoir en permanence un travail normatif, de construction, d'enrichissement. Et il faut développer les moyens de faire transpirer cet enrichissement qui naît dans les commissions de terminologie, par exemple, dans la société en général. Donc là, il y a toutes sortes de mesures législatives, d'ailleurs, là-dessus, qui pourraient être envisagées. Alors, j'aurais une troisième question qui précise un peu la deuxième question. C'est, enfin, sans vouloir d'ailleurs trop revenir sur la première table ronde, souligner poser une troisième question simple qui est est-ce qu'une langue n'est qu'un moyen de communication? Une langue véhicule par les œuvres qui ont été écrites dedans tout un imaginaire, un système de valeurs, de pensée, de manière de voir le monde en fait, de manière de voir l'être humain. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on peut être tenté de lire tel ou tel texte, non pas dans une traduction, mais dans la langue originale dans laquelle ça a été écrit, parce que c'est l'attrait de l'original, c'est-à-dire de remonter à la source même de la pensée et de la vision, qui ne peut pas être retranscrite totalement dans une traduction. Donc une langue est bel et bien une certaine façon de voir le monde, et en cela... c'est bien évidemment non seulement un enrichissement de maîtriser des langues étrangères, mais en plus c'est un facteur, je dirais, c'est un facteur de pouvoir. C'est-à-dire que c'est une façon de mieux voir les choses, de mieux les comprendre, mais également d'exercer son influence, d'apprendre des langues étrangères, et je dirais mieux encore, d'imposer une langue, c'est imposer d'une certaine façon son pouvoir aussi. Donc, à la question, une langue n'est-elle qu'un moyen technique, est-elle quelque chose de neutre? Je réponds bien sûr que non, et j'insiste sur le fait que la maîtrise d'une langue est réellement un facteur de pouvoir. Le pouvoir a toujours une langue, c'est ce que je disais en introduction, c'est la langue d'élaboration et de rédaction du droit, c'est la langue d'élaboration de la norme, de la règle. C'est vrai au niveau d'un pays, bien sûr, d'une nation, c'est vrai aussi au niveau d'une entreprise, d'une multinationale. C'est la raison pour laquelle une entreprise française, par exemple une grande entreprise qui choisit de passer intégralement à l'anglais pour toute sa communication interne, sa communication externe et autres, donne un pont d'or en réalité à ses salariés qui sont anglophones de naissance.
de sorte que progressivement, elle fait valoir la compétence linguistique sur la compétence professionnelle, qui est la seule vraiment recherchée et la seule vraiment importante. Et on ne peut pas demander aux gens d'être excellents partout, d'être absolument excellents dans leur domaine technique, dans leur domaine productif, et puis en même temps de maîtriser absolument parfaitement l'anglais et d'être capable de retranscrire toutes les nuances qu'ils ressentent dans leur domaine de spécialité dans une langue qui n'est pas la leur, dans l'anglais. J'ajoute que pour une entreprise, pour une entreprise française, la langue française est un facteur nécessairement pour ses salariés français de bien-être, parce qu'on parle mieux dans sa langue maternelle, on la maîtrise mieux, on est plus créatif, plus inventif, on a plus de mots, donc plus d'idées. Il n'y a pas le terrible appauvrissement auquel conduit un vocabulaire très réduit dans le monde des affaires à travers l'anglais générique ou l'anglais international. Également, le fait de maîtriser pour des salariés plusieurs langues étrangères, pas seulement l'anglais bien sûr, mais plusieurs langues étrangères, permet d'améliorer aussi la compréhension des marchés mondiaux, est un facteur également d'efficacité dans les exportations, car il est faux de dire que la langue internationale est l'anglais. Déjà, il y a une pluralité de langues internationales. Le russe, par exemple, la Russie et toute une série de pays qui sont autour de la Russie communiquent en russe. Les échanges entre le Portugal, le Brésil, par exemple, sont en portugais. Entre l'Espagne et une bonne partie de l'Amérique latine, sont en espagnol, entre le Québec et l'Afrique, une bonne partie de l'Afrique en tout cas, en français, entre la France et je sais pas, Haïti sont en français. Enfin, bref, on peut multiplier entre Hong Kong et Singapour. J'imagine que ce sera très souvent en mandarin, ou il doit y avoir du cantonais également dans ces échanges, de l'anglais de moins en moins souvent d'ailleurs. On pourrait multiplier encore et parler de la langue arabe également, qui est une langue tout à fait importante. Au-delà de ça, je dirais que la langue internationale, s'il fallait parler de la langue internationale dans le milieu des affaires, je dirais que c'est la langue du client. Si vous êtes un exportateur français, que vous avez un client en Argentine et que vous vous retrouvez en concurrence avec un producteur espagnol qui veut vendre également à son client argentin, si vous êtes français et que vous arrivez avec votre petit anglais pour aller expliquer à l'Argentin à quel point votre produit est magnifique, vous partez avec un désavantage concurrentiel absolument énorme par rapport à l'exportateur espagnol qui va immédiatement présenter son projet en espagnol à son client argentin. Donc là vous vous retrouverez avec les cours que vous aurez eu à la fac en anglais grâce à Madame Fioraso, et vous vous direz mais on s'est bien moqué de moi quand on m'expliquait qu'on allait devenir je ne sais quoi compétitif dans la mondialisation ou je ne sais quelle autre fadaise. La réalité c'est qu'il faut pour un pays comme la France s'ouvrir non pas sur la sphère exclusivement anglo-américaine, qui est en réalité une terrible fermeture, parce que les gens qui parlent anglais de naissance, c'est qu'une petite partie du monde, toute petite partie du monde en réalité. Il faut non pas faire cela, c'est-à-dire non pas faire ce qui est en train d'être fait, mais au contraire mettre un coup d'accélérateur sur l'apprentissage effectif des langues étrangères, de celles que je citais par exemple, le russe, le chinois, l'arabe, l'espagnol, le portugais, bien davantage. Aujourd'hui, 95% des jeunes Français apprennent l'anglais en langue vivante numéro 1. Là, ça devient, c'est très problématique. Ça veut dire que des pays qui auraient des stratégies linguistiques différentes de la nôtre pourraient se placer dans des situations qui, sur le plan de la concurrence, sont beaucoup plus favorables que la nôtre qui est en train de verser vers une espèce d'unilinguisme total sur l'anglais. Non, il y a tout le reste. Il y a tout le reste, effectivement. Voilà, je terminerai rapidement par quelques propositions. Je pense qu'il ne doit pas me rester beaucoup de temps en fait. 3 minutes, c'est ça. Bon, 3 minutes, c'est pas mal. Alors j'en ai esquissé un petit peu pendant mon petit propos. Hop, voilà. Je résumerai en 3 axes. Le premier axe, c'est manifester une intransigeance francophone. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut accepter, puis il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Je vous décline ça rapidement.
notamment déjà faire respecter la loi Toubon, qui est régulièrement violée, comme on l'a rappelé ce matin. La faire respecter en ce qui concerne notamment les colloques qui se tiennent en France. On boucle avec le sujet de la recherche. Et d'après cette loi, les colloques sont censés se tenir en français, de sorte que le français reste et puis se développe, parce que on n'est pas dans le registre de rester, de demeurer, de se protéger ou que sais-je. On est dans une logique de bien évidemment se défendre et de promouvoir, c'est-à-dire d'être dans une logique aussi expansionniste, de développement. C'est-à-dire que les colloques doivent être en français, le français doit se développer comme langue de science, s'enrichir comme langue de science et demeurer la langue pivot de toute manifestation scientifique en France. S'il faut payer davantage dans le fonds Pascal, qui est le fonds qui permet de doter les réunions scientifiques d'un dispositif de traduction, eh bien il faut le faire. Parce que les colloques intégralement en anglais, alors qu'il y a une ou deux personnes dans la salle qui ne parlent pas français, c'est absolument intolérable, c'est illogique, ça contraint les chercheurs, les gens les orateurs à parler dans une espèce de sabir qu'ils maîtrisent plus ou moins bien, qui est généralement très appauvri. Ça oblige tous les gens en face à comprendre ce sabir, donc tous les gens qui ne parleraient pas anglais seraient exclus d'office du colloque. Ça viole la loi en plus, comme je viens de le rappeler, et ça donne un avantage compétitif, encore j'insiste, sur le non-sens économique complet de vouloir imposer l'anglais. Ça donne un avantage compétitif considérable aux locuteurs anglophones qui, eux, seront en capacité de dire précisément ce qu'ils pensent avec toute la nuance nécessaire, alors que en face, le chercheur français, qui pourra être absolument excellent dans physique quantique, lui aura une pensée qui apparaîtra peut-être un petit peu grossière parce qu'il n'aura pas été en capacité de l'exprimer avec toute la nuance requise. J'ajoute qu'on parlait des documents dans les entreprises. Oui, là, il y a des mesures législatives aussi à prendre, très claires, sur le fait que toute documentation doit être en français dans les entreprises. D'ailleurs, ça poussera les entreprises à avoir certaines stratégies en matière de communication linguistique, enfin de choix linguistique dans leur internationalisation. Parce que toutes les entreprises n'ont pas le même comportement linguistique dans leur rapport avec leurs filiales étrangères, par exemple. Vous avez des entreprises qui ont fait le choix du tout anglais. Bon, ce qui crée un malaise. Les gens ne sont pas à l'aise en anglais. Très souvent, il y a eu le film de la CFE-CGC. C'est vrai aussi dans la recherche, sauf qu'on ne le dit pas. Parce que ça ne se fait pas, ça ne se dit pas de dire qu'on n'est pas bon ou qu'on comprend mal l'anglais, et souvent qu'on le parle encore moins bien, parce que cela ne peut que nous nuire. Ça peut nuire à la carrière. Donc les gens ne le disent pas, ils vont dire non, je parle très bien anglais. Sur un CV, on ne va pas écrire English middle, ou on va écrire fluent en général. Voilà. Donc la bonne stratégie d'internationalisation, quand on a des dirigeants de filiales à l'étranger, par exemple, c'est de promouvoir la langue française à partir d'un certain niveau de direction, parce que comme ça, toute la chaîne de décision en haut demeure en français. C'est la langue française. Il n'y a pas besoin de passer du temps à traduire avec tous les risques opérationnels que ça inclut dans l'entreprise. On envoie les documents en français dans les directions de filiales étrangères qui ensuite, elles, font leur travail dans la langue locale ou dans la langue de leur choix. Mais là, c'est un exemple. Vous avez une entreprise comme Michelin, par exemple, qui a une action très forte pour promouvoir la langue française auprès de ses cadres internationaux, par exemple. Voilà, je parle très rapidement des autres axes. Développer l'enrichissement de la langue française, ça j'en ai parlé, c'est-à-dire qu'il est très important de construire les mots qui nous permettent de penser, notamment dans les domaines techniques, économiques, informatiques. Et enfin, la troisième chose, c'est d'arrimer résolument la France à la philosophie du plurilinguisme et de la diversité culturelle, ce qui passe par la diversification de l'apprentissage des langues étrangères en France. Il n'y a pas que l'anglais, et quand on arrive dans toutes sortes d'universités ou de grandes écoles, l'allemand LV1 ou l'espagnol LV2 qu'on a pu faire jusqu'à maintenant sont des langues qui passent complètement à la trappe. Il faudrait doter l'éducation nationale de véritables filières bilingues en allemand, russe, espagnol, portugais, japonais, et éventuellement japonais ou chinois, c'est-à-dire qu'on prend la LV1 japonais ou chinois, on peut le proposer dans un certain nombre d'établissements. Ça forme quelques personnes, quelques dizaines, quelques milliers de personnes chaque année qui parlent un chinois à peu près correct, un japonais à peu près correct à la sortie du bac, un portugais à peu près correct, un espagnol à peu près correct, et qui sont des gens qui après vont être
être totalement, qui vont avoir un attrait, alors après qui vont le faire fructifier ou pas, mais qui vont être en relation, qui vont être en capacité de créer une relation précise, approfondie avec des régions entières du monde, ce qui est très positif pour notre pays. Voilà, je dirais que c'est ça, un peu mes trois axes de proposition. Je vous remercie. Merci. Je voulais juste... j'ai un devoir de neutralité, mais bon, là, je suis obligé de prendre la parole pour un petit peu appuyer ce que vient de dire mon collègue François-Xavier. Il est certain qu'apprendre les langues étrangères, c'est aussi apprendre les cultures étrangères, d'apprendre à comprendre les différents peuples qui peuplent notre planète, et de créer ou de recréer avec eux des liens politiques, économiques, culturels. Et ça commence par là. La connaissance, vous aviez parlé de la langue arabe, qui est la langue officielle d'une vingtaine de pays dans le monde, avec lesquels nous avons une histoire très longue. Ce sont des pays qui sont parfaitement francophones aussi, donc déjà ce sont des ponts qui existent, sur lesquels il faut travailler. Enfin, en tout cas, c'est ma pensée. Du Maroc, en passant par l'Algérie, la Tunisie, même l'Égypte, le Liban, la Syrie, qui actuellement se trouve dans une situation difficile, ces gens-là parlent, pour la plupart d'entre eux, plus de 50% bien souvent, parlent très très bien le français. Et pour promouvoir justement au niveau économique, au moins au départ, notre industrie, il est extrêmement important de les comprendre, si vous voulez travailler avec eux au niveau économique, puis culturel et linguistique. Alors je parle maintenant à notre ami Mathieu Varnier, à qui je vais donner la parole pour donner son avis sur la question. Merci. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Juste avant de commencer mon intervention proprement dite, j'ai beaucoup apprécié votre intervention, Xavier Grison. À propos de la recherche, il y a quelque chose aussi qui est un faux semblant qui est souvent entendu. On pense que parce que c'est de la recherche scientifique dure, par exemple, ou de l'ingénierie, les mathématiques s'imposent et la langue aurait moins d'influence peut-être que dans d'autres disciplines. On oublie que, or peut-être en mathématiques, et encore nous pourrions y revenir, la science a rarement des bons indiscutables. Quand vous faites une invention, quand vous faites un article, quand vous publiez une nouvelle méthode, vous améliorez certains critères au détriment d'autres, hein, rien ne se crée, rien ne se perd. Bon. Et finalement, ce qui fait l'intérêt de votre méthode, c'est la façon dont vous arrivez à la vendre. Vous avez créé une nouvelle façon de calculer telle pièce mécanique, vous avez créé une nouvelle architecture pour une aile d'avion. Ça a un coût, ça a des avantages, et tout ça, finalement, ça passe par la langue. Et effectivement, indépendamment de la qualité de votre recherche, si vous devez la traduire dans une langue étrangère, en appauvrissant votre langage, en perdant des nuances, face à qui plus est des anglo-saxons qui, eux, ne se limitent absolument pas, comme ils pourraient le faire avec courtoisie, aux 300 mots du Globish. J'ai vu parfois des articles où on avait des locutions comme beacon team, être teinté par, en anglais. Bon, ça faisait pas partie de mon vocabulaire de chercheur par défaut, évidemment. Donc cette histoire même dans les sciences dures, même dans l'ingénierie, il y a une négociation. Par ailleurs, le fait de publier en anglais fait qu'en fait, on cherche à publier plutôt dans des revues américaines. La sélection des articles est faite par des Américains, et c'est là où on retrouve un biais de mentalité, un biais de structure de la pensée qui n'est pas la même, y compris pour une méthodologie scientifique qu'on pourrait croire universelle. Les Français fonctionnent davantage par induction et les Américains par déduction. De manière sommaire, si vous voulez, certains fonctionnent davantage par accumulation d'exemples, puis conclusion sur cette base. Nous préférons penser, dans notre historique scientifique, par la formulation d'une théorie générale qui se vérifie après par des exemples, par des tests. Et ce biais, notamment en ingénierie, en mathématiques, fait que vous pouvez ne pas être compris. Un article peut passer pour quelque chose finalement de très flou. Un Américain lisant une démarche logique française trouvera que vous spéculez au hasard
Et après, vous commencez à étayer un peu. Un Français, à contrario, lisant une logique d'un confrère américain, trouvera que, bon, il accumule des cas particuliers et il généralise un peu à la va-vite. Voilà. Juste pour dire qu'il y a un biais aussi linguistique qui nous est très très désavantageux dans les sciences. Pour rebondir également sur votre intervention, Monsieur Mauger, il y a eu une grande manifestation organisée par Avenir de la langue française. C'était un 18 juin, je crois que c'était en 2011. Nous étions à peu près 1500. Il y avait des personnalités politiques comme Jean-Pierre Chevènement et... Pardon. D'accord. Et ça n'a pas été relayé dans la presse. Donc nous pourrions être même 5000 ou 10 000, que nous n'aurions pas la certitude de ne pas être escamotés dans la visibilité que nous pourrions légitimement réclamer auprès des médias. Le même jour, il y avait 400 autoproclamés indignés qui, du jour au lendemain et sans aucun battage médiatique préalable, comme il avait pu avoir lieu, avaient squatté une place sans soutien des médias, sans se déplacer, sans être sur le Panthéon et sans se déplacer. Ils avaient eu, eux, effectivement, toute la médiatisation qu'on peut souhaiter. Alors, pour me présenter brièvement et présenter surtout mon association, donc je suis secrétaire général du Courriel. Alors, c'est une association progressiste de défense de la langue française, spécialement défense de la langue française face justement au phénomène d'anglophonisation. Alors, pourquoi le Courriel ? Pourquoi une association progressiste ? En fait, il nous semblait important qu'il y ait qu'une association, disons que la défense de la langue française soit portée par une analyse proprement de gauche. C'est un combat qui a souvent débuté par une forme de purisme, qui est encore éventuellement porté par des gens à sensibilité de droite, dans une démarche effectivement de sauvegarde plus que parfaite du subjonctif. C'est une démarche qui est intéressante, qui a tout à fait légitimité à exister, mais qui n'est pas la nôtre. Nous souhaitions pouvoir parler davantage des conséquences sociales de l'anglophonisation, spécialement en fait témoigner auprès des victimes les plus vulnérables, c'est-à-dire le monde ouvrier, le petit salariat, tous les gens qui ne sont pas allés faire leurs études à Cambridge et qui n'iront pas passer leurs vacances dans le Sussex. Il fallait une association aussi qui soit destinée à convaincre le peuple, et non seulement et principalement ses élites. Alors effectivement, les élites posent un grand problème, et beaucoup d'associations, depuis 30 ans, s'occupent de l'influençage des décideurs politiques et économiques, avec des beaux succès, mais force est de constater néanmoins, avec l'historique qu'on peut en avoir, que cette démarche n'est pas suffisante si elle n'est pas relayée par un appel populaire, par une volonté populaire. Nous sommes fermement convaincus que rien ne se fera, aucune victoire durable n'aura lieu, qui ne soit faite à la fois pour le peuple, c'est-à-dire portée par les intérêts qui sont les siens, et pas une vision peut-être plus économique, qui toucherait moins, disons, l'homme de la rue, et surtout par le peuple, par la volonté exprimée d'une majorité. Donc nous pensons que la prise de conscience du citoyen doit primer dans nos actions, et c'est pourquoi, même si nous faisons également de l'influençage, nous sommes également reçus par les cabinets ministériels, nous avons également des relais à l'Assemblée. C'est d'abord et avant tout à travers des colloques, à travers des distributions de tracts, à travers une approche de la population que nous souhaitons agir. Enfin, effectivement, il nous paraissait important que notre défense en langue française ne soit pas suspecte de purisme et puisse défendre la langue dans tous ses usages, la langue, les usages bons ou mauvais, populaires ou littéraires, imagés ou académiques, la langue vivante tant qu'elle l'est. En fait, nous ne la défendons surtout pas parce qu'elle serait la plus belle, la plus riche ou la plus universelle, mais simplement parce que c'est la nôtre. Et nous invitons tous les peuples, effectivement, à défendre leur droit à parler leur propre langue. Ici, nous défendons le français. Alors, en si peu de temps, comment présenter un sujet si complexe et si grave ? On devrait sans doute aller à l'essentiel. Rien n'est perdu, des solutions existent. Les moyens de la lutte, individuels, collectifs, les outils législatifs, nous avons quelques propositions et nous y reviendrons. Mais pour faire connaissance de but en blanc, c'est sans doute un peu brutal. Avant de faire un appel à la mobilisation, peut-être un bulletin de guerre serait-il bienvenu. Alors une question récurrente, presque centrale, serait la ringardise, dont entre autres oripeaux idéologiques, les experts en communication d'en face nous affublent régulièrement. Défendre sa langue, sa culture, son droit collectif à la différence de pensée serait un combat d'arrière-garde, le fait de gens qui auraient loupé le train de l'histoire et qui crieraient depuis le quai de la gare. Tous ces préjugés, tous ces faux semblants sont autant d'escroqueries intellectuelles, souvent grossières, une sorte de fausse monnaie de l'intelligence, et nous y reviendrons avec plaisir, un plaisir sadique lors de vos questions, je l'espère. Pour aiguillonner vos questions,
Notons qu'en fait, ce seul sujet, la pseudo-ringardise et finalement les préjugés qu'on plaque sur nous pour décrédibiliser notre combat, s'articule de manière assez vaste. L'anglais serait, par exemple, souhaitable pour ses qualités propres. Enfin, une langue construite et apte à traduire les enjeux du monde, qualité telle d'ailleurs qu'elle s'imposerait d'elle-même, un préjugé qui est souvent retrouvé. Le mandarin, dans 20 ans, serait appelé à remplacer l'anglais. Ou parce qu'une langue unique serait désirable, une grande idée. On nous parle souvent de la paix dans le monde, et comme quoi, lorsqu'on parlerait tous la même langue, qu'on aurait la même pensée, nécessairement, les sujets de dispute et de discorde auraient disparu. Et enfin, presque principalement, parce que l'anglais serait un fait avéré, irréversible, et qu'on ne pourrait plus rien faire, donc qu'accompagner ce phénomène. En fait, mais nous y reviendrons, j'espère, c'est un combat de pointe. Et comme tous les combats réellement d'avant-garde, il peine encore à trouver un public. Il peine à faire entendre sa voix inhabituelle et souvent discordante, à lutter contre les préjugés et les freins médiatiques, surtout des intérêts d'une classe dominante. Les écolos étaient ringards au moment de l'industrialisation triomphante, du règne de l'incylindré, du culte enfiévré de la croissance, de mauvais coucheurs s'opposant au progrès de la technique, et les promoteurs du droit des peuples à l'âge d'or des empires, tout comme les théoriciens des congés payés lors de la bourgeoisie triomphante de la Belle Époque. Bon, de toute manière, c'est trop tard. Vous assistez à une conférence sur de lourds enjeux sociaux, plutôt que de vivre l'exaltation des centres commerciaux d'un samedi après-midi. Donc, à notre manière, oui, nous sommes déjà tous coupés de la tendance, de la mode, des impératifs comportementaux et de l'hygiène de pensée facile des promoteurs de la modernité. Désolé. Alors, en réalité, cependant, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, le plus important peut-être est le constat, tout simplement. Celui que chacun de vous, s'il ouvre un tant soit peu les yeux, peut faire dans son quotidien à travers les enseignes, Carrefour Market, les relais qu'on écrit maintenant avec un Y, etc. Parce que si nous sommes d'accord sur les faits, sur leurs conséquences, dont on a eu effectivement un aperçu avec l'exposé précédent, et puis leur progression, inhabituelle du point de vue de l'histoire, d'abord, non seulement la question de savoir si les préjugés de la propagande sont fondés fera beaucoup moins sens, mais surtout, nous aurons une bonne base pour aborder enfin ce que l'on peut réellement faire pour combattre un tel phénomène. Alors, sur la question du constat, nous allons devoir faire un peu court. Ce qui me paraît intéressant, c'est de constater que nous ne sommes plus à la substitution. Là où nous ne sommes plus à simplement une panne de la néologie. On ne créerait plus de nouveaux termes, on se contenterait d'engranger les termes étrangers qui, pour le coup, viendraient, et c'est unique là encore dans l'histoire, tous de l'anglais. On nous cite réellement le cas de l'italien à la Renaissance, l'Italie étant porteuse de ce mouvement de renaissance, de renouveau de la culture. Effectivement, beaucoup de termes italiens, à cette époque, ont été engrangés par le français. Mais il s'agissait toujours de néologisme, il s'agissait toujours de nouveaux termes, et jamais de substitution. Ce qui est intéressant, c'est que cette substitution du vocabulaire, job qui a tué boulot, trader qui a assassiné courtier, toujours avec certaines nuances, fun qui remplace maintenant plaisir, agrément, loisir même, tout court, s'accompagne aussi de substitutions dans notre vie quotidienne pour des références plus générales, comme la voiture DS qui serait devenue Distinctive Series, on réécrit le passé, l'Institut d'administration des entreprises, IAE, qui maintenant se présente comme Innovation, Awareness et Excellence, bon, terme extrêmement basique, Carrefour Supermarché qui sont devenus Carrefour Market, City Market et autres. Le cinéma qui, nous pourrions y revenir aussi, est un grand vecteur d'un changement de nos mentalités, de notre culture, de notre vision du monde à travers une accoutumance et qui exprime, disons, qui s'entête dans cette voie de l'anglais en dépit de toute logique. On nous fait croire souvent que c'est pour respecter l'impérieuse pensée du réalisateur. On ne pouvait pas traduire le titre. Maintenant, on traduit quand même les titres coréens, faute d'avoir une sensibilité chez nous à ces sonorités, mais on les traduit en anglais, pas en français. Vous avez des aberrations comme le livre d'Hervor Leser, un livre allemand, qui a été un succès de librairie en France, titre Le Liseur, et qu'on a vu sur nos écrans comme The Reader. Des exemples de films, nous en avons énormément. Vous avez beaucoup Love ou Warrior qui ne serait pas traduit et qui ainsi prendrait une place différente par l'usage qui en est fait dans notre vocabulaire. Ce qui est intéressant en fait, c'est alors j'allais passer rapidement sur les lieux.
On nous parle maintenant de la Loire-Vallée. Marseille est on the move. Et nous avons failli avoir un aéroport Saint-Exupéry rebaptisé à Lyon Lyon Airport. Heureusement, comme quoi l'influençage de l'association a quand même une réelle capacité d'action. Le préfet a mis son veto et nous avons échappé de peu à cette rebaptisation aussi de notre paysage. Le point qui me paraît intéressant, sur lequel j'aimerais vous faire réfléchir, c'est que nous sommes un peu dans la situation de l'Égypte ancienne, avec un hiératique et un démotique. Le français actuellement est dans la situation du démotique, c'est-à-dire la langue du vulgaire. On peut demander où sont les toilettes, on peut faire ses courses avec, on peut parler à sa femme sur des questions d'organisation du ménage. Par contre, pour tout ce qui va être nommé, on va utiliser l'anglais. 2, 3 amis qui font un groupe de rock dans une petite école vont appeler ça The Green Olive. Quelques étudiants à l'IUT qui font une équipe de robotique vont l'appeler The Pink Rabbit, etc. etc. Si vous pensez à un super-héros, spontanément, vous pensez à un terme anglais avec man derrière. C'est d'ailleurs propre à la France. Si vous prenez par exemple Iron Man, l'homme de fer, eh bien, dans les pays slaves, c'est clairement l'homme de fer. De même façon d'ailleurs que pour les anglo-saxons, c'est littéralement l'homme de fer ou l'homme araignée. Chez nous, nous avons abdiqué cette traduction et donc progressivement, l'idée s'impose que un super-héros rejoint un certain format, relié à tout notre imaginaire, tout notre historique qui est en anglais. Il est d'ailleurs assez dramatique dans cette optique de voir la pseudo-mode des films en version originale, comme quoi effectivement ce serait infiniment meilleur. Eh bien pour 90% de la population, a priori non, puisque faute d'avoir passé du temps dans ces pays, on a peu de chances de faire à la volée, en s'intéressant au film, une traduction d'une qualité équivalente à celle qu'aurait fait un traducteur, en essayant de se mettre à la place d'effectuer la transposition culturelle, et pas seulement du vocabulaire, en le faisant de manière calme et en ayant effectivement une formation universitaire niveau Bac+6 pour y parvenir. Mais ça veut dire que finalement, progressivement, toutes les petites phrases qui s'imprègnent dans votre imaginaire, tout ce qui nourrit effectivement votre vision du monde, est emprunté à l'anglais. On a la chance, par exemple, à l'époque où est passé Star Wars. Maintenant, on ne dit plus que Star Wars, enfin, à l'époque, c'était encore la guerre des étoiles, d'avoir cette locution qui est devenue presque proverbiale chez les étudiants, que la force soit avec toi. Bien, en anglais, c'est May the Force be with you, et il est certain que si le film repassait maintenant, nous n'aurions que cette version. Et faute d'avoir reçu de prime abord, à travers la première version du film, une traduction commune, nous en serions réduits à utiliser effectivement ce genre de locution pour faire référence à ce type d'imaginaire. Alors il va falloir que je conclue. Le monde du travail, nous l'avons vu préalablement. Dans le constat, effectivement, il faudra absolument que nous revenions sur la partie économique. Pour vous donner juste quelques chiffres afin de lancer également cette partie, le rapport Grain, notamment, citait à 10 milliards le transfert, juste pour la seule Angleterre, du fait de la prééminence de l'anglais dans nos sociétés. Alors, transfert qui était lié à énormément de choses, notamment le fait qu'eux n'apprennent pas de langue étrangère, c'est donc une somme qui leur est économisée et qu'ils peuvent faire fructifier ailleurs, du fait de tous les efforts au niveau des entreprises, au niveau de la collectivité, à travers les universités, l'enseignement, collèges, lycées, etc., qui sont faits pour promouvoir l'anglais, et à travers, de manière beaucoup plus informelle et plus difficile à chiffrer, tout ce travail gratuit qui est effectué directement par tous nos étudiants qui cherchent désespérément à avoir leur stage, leur boulot d'été en Angleterre, parce que quel que soit le niveau de salaire finalement qu'ils reçoivent, ils reçoivent surtout le sésame d'anglais, la capacité de le mettre dans un CV, l'amélioration de leur communication dans cette langue qui les rendra accessibles au marché du travail. Un autre phénomène également, c'est par exemple, ce sera peut-être le dernier point que j'aborderai dans cette présentation initiale, sachez qu'en France actuellement, la plupart de nos émissions télévisées, nos séries, nos films sont tournés en anglais et traduits ensuite seulement en français. De sorte qu'en fait, nous assumons les coûts de traduction de nos propres séries. Une directrice de télévision québécoise qui était attaquée, puisque là-bas ils ont encore cette conscience combative que nous peinons à retrouver ici, sur le fait que les dessins animés qu'elle passait sur sa chaîne avaient des musiques en anglais, des titres en anglais et des héros dont les noms étaient en anglais, a expliqué que c'était la faute des Français puisqu'ils les achetaient là-bas et qu'on ne traduisait même pas tout lorsqu'on traduisait en français. Voilà. Bon, j'espère avoir lancé suffisamment de débats et je vous invite à les saisir. Merci.
Merci Mathieu. Pour ma part, je tiens juste à attirer votre attention sur une conférence qui a été donnée en 2011 par notre ami Mathieu, qui s'appelle Tout anglais, non merci. C'est retranscrit donc à l'écrit, c'est très rapide à lire et c'est vraiment, vraiment, vraiment très intéressant pour tous ceux qui voudraient approfondir un peu le sujet. C'est très bien écrit et très bien documenté. Bon, j'ai vu qu'il y avait monsieur à moustache là-bas qui a commencé, ensuite vous. Je voulais remercier M. Mauget d'avoir attiré l'attention sur un point essentiel, qui est la participation. Vous avez entendu ? Oui, remercier M. Mauget qui a attiré l'attention sur le rôle que devaient jouer les acteurs économiques et les opérateurs économiques dans la défense de l'espace ou dans la construction de l'espace francophone mondial. À ce sujet, je signale que ceux qui sont intéressés par rencontrer des opérateurs et des entrepreneurs agissant dans l'espace pacifique, ils pourront rencontrer le 18 juin à Paris, à la Maison de la Nouvelle-Calédonie, le président de notre section calédonienne, qui est le président de l'Alliance Champlain, Daniel Mirou. Voilà. J'ai une question maintenant aux deux orateurs qui vous ont succédé. Vous, M. Grison, vous avez insisté sur, j'ai bien compris, la langue française un peu comme un des fondements, sinon le fondement de l'identité ou de l'unité nationale française. Bien. Et M. l'orateur suivant a un peu élargi le débat en liant la langue française à la construction des luttes populaires, l'appropriation, etc. Pour te résumer d'un mot, court, votre propos dense. Je vous poserai la question suivante. Est-ce qu'il n'y a pas le risque? Il se trouve que j'ai préfacé pour l'IHEDN une étude sur la langue française, etc., et qui mettait bien en évidence la distinction que l'on pouvait faire entre francophilie, concept politique, qui aime la France, et francophonie, qui aime, ou en tout cas qui utilise, la langue française. Et l'un des intervenants, doyen d'une université étrangère, faisait remarquer, et c'est ma question, immédiatement la question, est-ce qu'il faut savoir marquer des limites à la portée que l'on donne à la langue française, stricto sensu? Car enfin, la langue française, elle a été aussi illustrée par de parfaits francophones qui sont appelés Ho Chi Minh, on peut discuter, qui étaient tous les diplomates de l'ambassade d'Allemagne pendant la guerre, étaient, paraît-il, de fins lettrés francophones. Pol Pot était un parfait francophone, et je ne parle pas de Maurice Thorez et d'autres. Alors, est-ce qu'il n'y a pas, effectivement, l'intérêt de la langue française, n'est-il pas aussi de savoir fixer ses propres limites dans le champ idéologique, politique et culturel, et de ne pas en faire une espèce de nouvelle religion qui permettrait de couvrir ce qu'il y a de meilleur et ce qu'il y a de plus criminel? Alors, je n'ai pas dit que la langue française était le fondement de la France ou quoi. J'ai dit que la langue française était un facteur très important d'unité de la nation française, contribuant au mélange des personnes, à leur compréhension mutuelle dans notre pays, au partage de références communes, à tout l'imaginaire que peut véhiculer une langue. Voilà, c'est ça que j'ai dit. Je n'ai pas dit que c'était le fondement ou quoi, je n'ai pas cherché à définir ce que c'est qu'être français, de parler, de conceptualiser l'identité française ou quoi, parce que ce n'est pas le sujet du débat de toutes les façons. Le sujet du débat, c'est la langue française. J'ai dit qu'elle contribuait de manière tout à fait significative à l'unité du pays. Après, moi je dirais simplement qu'une langue appartient à ceux qui la parlent. Vous dites Ho Chi Minh, on pourrait élargir ça de façon plus générale à toutes les luttes anticoloniales. Lorsqu'il s'est agi de cette période historique qui est la décolonisation, on pourrait parler également de l'Algérie. Toutes les personnes qui combattaient le colonialisme se sont exprimées notamment en français. Vous pouvez trouver dans les archives
de l'INA, notamment une interview que j'avais regardée que je trouvais intéressante du général Giap, enfin ils disent Giap je crois au Vietnam, qui parle dans un français tout à fait très beau, avec du vocabulaire, avec un vocabulaire choisi, précis, qui explique, on l'interroge sur la défense du Nord-Vietnam, il dit que vous comprendrez que je ne peux répondre qu'avec des généralités précises ou des précisions générales si vous préférez. C'est très agréable à écouter. Tout ça pour vous dire quoi ? Pour vous dire que une langue ne va pas prendre parti dans un sens ou dans un autre. C'est une arme que chacun peut utiliser en fonction des buts qu'il compte atteindre. Voilà, une langue appartient à ceux qui la parlent. Je ne peux pas en dire beaucoup plus. Notons qu'en Tunisie, on a vu fleurir des panneaux Ben Ali dégage en français. Donc c'est encore quand même une langue qui semble porteuse de certaines valeurs d'émancipation, même si effectivement tout son passé n'est pas forcément à reprendre. Ceci dit, faut-il que les Allemands renoncent à l'allemand parce que c'était la langue d'Hitler ? On peut se poser la question. Une langue véhicule des valeurs de la même façon qu'un pays se choisit une histoire. Effectivement, elle peut être appropriée par tous. Certains en font un usage qu'on peut regretter sur un plan historique. Néanmoins, c'est aussi tout un corpus de textes, c'est aussi toute une progression de la pensée au niveau des Lumières dont on peut choisir. Un héritage, finalement, est toujours choisi. Et on peut choisir cet héritage et regretter de risquer de le perdre, d'en être coupé par le passage, notamment au tout anglais. Et ce n'est pas nécessairement parce que certains, effectivement, ont utilisé l'outil langue française à des fins de propagande qui nous paraissent tout à fait déplacées ou franchement nauséabondes actuellement, que la langue en elle-même s'en est imprégnée et que nécessairement elle véhicule maintenant dans ses concepts ce genre de dérive. Que dire ? Notre combat, en tout cas au niveau du courriel, et c'est le cas de la plupart des militants de cette cause, est un combat pour la diversité qui se traduit, la diversité ici, pour nous Français, étant la défense de la langue française. Mais c'est un combat qui n'est pas coupé de la défense aussi de l'usage des langues régionales, d'éviter qu'elles ne disparaissent. C'est un combat qui n'est pas coupé de la défense de l'espagnol en Espagne, du chinois en Chine, le chinois lui-même étant d'ailleurs agressé, puisque le gouvernement a pris récemment des dispositions, je crois que c'est à peu près 1 an et demi, pour imposer aux médias l'usage du chinois dans les journaux, puisqu'ils étaient truffés d'acronymes et de termes anglais qui nuisaient à la diffusion des termes équivalents en mandarin. Prochaine question. Attendez. Monsieur. Merci. Bernard Raymond, actuellement président de Paris-Québec et directeur du Centre d'études du Québec à la Maison des sciences de l'homme. Voilà, je voulais simplement poser 3 types de questions d'ordre assez différents. La première question, on parle beaucoup de défendre la langue française au quotidien, et c'est vrai que ça s'impose, qu'on est réduit là parfois, etc. Mais est-ce qu'on pense assez à dire et à clamer très fort les acquis qu'il faudrait déjà commencer à défendre à un niveau plus élevé, puisqu'il se trouve que je me suis battu pendant plus de 30 ans dans l'institutionnel à ce sujet, et notamment à la délégation aux fonctionnaires internationaux à Matignon, comme chargé de mission à la francophonie. Eh bien, il m'a été donné de faire une enquête sur 120 organisations internationales auxquelles la France participe. Et il faut savoir, ça c'était il y a une dizaine d'années, il faut savoir que j'avais pu faire cette enquête sur 40 organisations, effectivement, dans le système des Nations Unies et à l'extérieur. Et il faut savoir que à peu près 20% des organisations internationales, à l'époque, avaient le français comme une de leurs langues officielles, à commencer, comme vous le savez sans doute, par le secrétariat général des Nations Unies, même si la pratique ne correspond pas toujours au statut de la langue, qu'il y avait 20 autres pourcents du français qui était utilisé comme langue de travail courante parmi 5 ou 6 langues de l'organisation, commencée à l'époque par l'Assemblée générale des Nations Unies, et que 60% des organisations avaient le français comme langue de référence, de langue faisant foi, comme on disait à l'époque, liée au sens particulièrement juridique, à la vertu particulièrement juridique
portée à notre langue. Il faut savoir qu'encore aujourd'hui, la Cour européenne de justice fonctionne essentiellement en français, la Cour de La Haye également à l'international, etc. Il y a une réputation générale du français qui remonte au Moyen-Âge, d'ailleurs, et aux tribunaux qui existaient à l'époque. Bon. Simplement, je voulais rappeler ça. Est-ce qu'on le prend suffisamment en compte? Et évidemment, indépendamment des institutions qui démissionnent en race campagne en la matière, n'est-ce pas? Est-ce que la population, est-ce que l'opinion est suffisamment au courant de tout ça? Bon. La deuxième question, elle porte sur ce qu'a dit Axel Mauget, que je salue et qui est un vieux compagnon de lutte, même à distance, disons, un des artisans que je respecte beaucoup dans cette défense du français. J'ai moi-même, comme lui, été au Québec de longues années, puisque j'ai passé 8 ans au Canada français et que j'y vais tous les ans encore, donner des conférences. Très bien, une manifestation. Comme on l'a rappelé, il y a eu une manifestation déjà qui a réuni à peu près 1500 personnes, peut-être un peu plus lors de la grande manifestation d'avenir de la langue française, mais on attend désespérément les états généraux de la langue française. Cet appel du français, il est dans toutes sortes d'organisations. Je ne méconnais pas l'intérêt particulier de cette organisation. Il faut des fers de lance, il faut à la fois des organismes qui réveillent, car on est dans un état de quasi-léthargie en la matière, mais il faut aussi savoir qu'il y a des tas de gens qui se battent, non seulement au niveau individuel, mais au niveau associatif, et qu'il faudrait enfin les rassembler. Or, chacun compte sur le voisin pour le faire. J'ai mon ami Albert Salon, pour ne pas le nommer, qui va dire genre, oui, mais tu comprends, il faudrait que ce soit le gouvernement qui ait l'initiative. Alors, vous imaginez, si on attend le gouvernement pour avoir l'initiative en la matière, on peut attendre longtemps. La troisième chose, c'est, est-ce que, justement, on parlait politique, est-ce qu'on a conscience de ce qu'il faut un vrai combat politique en la matière, qu'il s'agit d'interpeller nos élus? Je vais vous donner une anecdote qui n'est pas une anecdote, qui est un récit tiré d'un passé récent. Non seulement on n'est pas capable de défendre nos acquis au niveau institutionnel et international en particulier, non seulement on n'arrive pas à répondre à, d'accord avec lui, à la masse énorme de demandes de Français à travers le monde, dans tous les secteurs qui ont été signalés, mais on refuse d'accueillir valablement les gens qui se recommandent de cette langue et qui en sont un symbole. Dans mes fonctions de président de Paris-Québec et de directeur de ce centre d'études québécoises, j'ai eu l'occasion récemment d'assister à cette scène navrante. Tous les ans, le 24 juin, nous célébrons l'amitié franco-québécoise sur la seule place de Paris dédiée au Québec, la place du Québec, près de Saint-Germain-des-Prés, avec un lever des couleurs, avec des lectures de poèmes, d'ailleurs, avec des amis, des acteurs, les tambours de la Nouvelle-France, etc., pour vraiment fêter notre fond commun. Bon. Cette année, vous savez sans doute que le Québec a un gouvernement souverainiste, même si c'est d'une courte tête, mais en tout cas, il a évidemment un intérêt particulier pour la langue française. Et on m'a démarché officieusement pour me dire, voilà, est-ce que vous pourriez voir auprès de la mairie du 6e, qui nous accueille d'habitude avec son maire adjoint ou le deuxième adjoint, etc., malgré la présence du délégué général qui a rang d'ambassadeur, il y aura 2 ministres au moment donc de cette fête, car ils tiennent à montrer combien ils sont sensibles à tous les gestes de la France et combien cette relation franco-québécoise leur est centrale. Mais on voudrait être sûr au moins que cette fois-ci, il y ait le maire. On ne demande pas qu'il y ait forcément le maire de Paris. Vous voyez comme ils sont modestes. Car en principe, quand c'est notamment M. Lisée, le premier ministre, Mme Marois, il aurait droit à se faire. On le fait pour moi, on l'a fait pour Jean Charest, chef du gouvernement libéral il y a 2 ans. Bon. Et non seulement celui-là, mais il y a un deuxième ministre qui s'ajoute. Et il serait heureux de pouvoir participer à ce lever des couleurs au milieu des Parisiens et serrer quelques mains. Réponse du maire, ah ben non, je regrette, ça ne sera pas possible, mais tout le monde est bienvenu à la levée des couleurs du Québec. Voilà, SIC. Et un autre sondeur discordant me disait, ah ben oui, mais oui, en principe, s'il y a quelqu'un de rang gouvernemental, eh bien, il devrait y avoir le maire. Voilà, ça a été transmis, résultat, les ministres ne viendront pas. Et ils ont l'impression d'un camouflet. Voilà, je vous livre. Donc, moralité, ne doit-on pas systématiquement interpeller nos élus
et nos futurs candidats à l'élection qui s'en vient, n'est-ce pas, sur ces questions de francophonie, à commencer par les quartiers de Paris. Oui, je salue Bernard Hémon parce que c'est un vaillant combattant de la langue française depuis longtemps et il continue. Et c'est vrai que nous ne comprenons pas très bien, nous, Français, francophones, qui nous battons depuis des lustres à l'étranger, que notre pays cède ainsi aux sirènes de, je ne sais pas, soit je disais tout à l'heure de l'américanisme, mais sans être anti-américain, et soit aux sirènes, le mot, il faut surtout pas le prononcer, de l'islamisme. Mais je vous signale, vous pourriez lire le livre de Malika Sorel, une charmante maghrébine, et qui a écrit le livre « Le puzzle de l'intégration et les pièces qui vous manquent », c'est-à-dire nous manquent. Voilà, et c'est aux 1001 nuits. Et voilà un livre extrêmement intéressant qui appelle un chat. Et je crois que nous, Français, je m'inclus bien sûr là-dedans, enfin j'essaie de ne pas m'inclure, nous avons la trouille. On a peur de dire, Monsieur Asselineau le disait tout à l'heure, les gens ont peur de s'exprimer, puis quand on leur donne un peu le temps de parole, petit à petit reconnaissent que oui, n'ont pas voté au traité européen, etc. Donc je crois qu'à un moment donné, Jean-Paul II avait dit cessez d'avoir peur. Je crois qu'il faut tout simplement être français, apprécier la France, accueillir le monde entier si ce monde entier apprécie ce qui est français, Dieu sait si c'est le cas, parler le maximum de langues, penser qu'il y a des francophiles aux États-Unis, penser que nos amis du monde arabe, ils sont très nombreux, vous l'avez rappelé tout à l'heure, de Syrie. J'ai visité la Syrie en son temps. Mon Dieu, c'est un trésor culturel. C'était un trésor culturel que la Syrie. Et des gens d'une francophilie extraordinaire. Je me souviens de toutes ces rencontres que j'ai eues. Le Québec, je me souviens des dizaines de milliers de manifestants qui étaient pour la loi, la loi 101, que le français redevienne une langue appréciée dans leur propre pays. Alors, que va-t-il se passer si nous nous couchons tous, Français nés en France, francophiles, francophones venus de l'étranger, appréciant les multiples qualités que nous avons? Eh bien, nous allons nous coucher, nous allons tout simplement, petit à petit, disparaître. Alors, je crois qu'il faut cesser d'avoir peur, cesser de croire que parce qu'on utilise tel ou tel mot, on est un affreux jojo qui risque de secouer les bananes de la République. Je crois réellement que si nous sommes fiers d'être Français, de lire Gaston Miron, d'apprécier quand ma mère s'en est allée, paix à son âme, eh bien, le recueil que j'ai lu, c'était celui de Léopold Sédar Senghor, Chant d'ombre et hostie noire, une merveille de douceur. Il n'y a pas plus doux que ce cher Senghor, etc. N'oublions pas que nos opposants algériens du FLN et certains sympathisants comme Yateb Yassine disaient nous avons gardé un butin, la langue française. Donc, si vous voulez, je crois qu'il y a une langue, il y a des langues, il faut participer au banquet des langues, ça c'est fondamental, mais ne pas oublier la nôtre, c'est tout ce que je dis, et je ne dis pas plus. Voilà. J'ai une prochaine question. Là, si vous permettez, je voudrais juste vous répondre, parce que vous avez abordé le sujet. Je vous réponds personnellement. Le sujet, oui, bien entendu. Le sujet 2 fois, donc je vois que ça vous intéresse, et ce qui est très très bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, ici, à l'UPR, en tout cas, on n'a aucun problème avec aucun mot. Vous voyez ? Le seul petit souci, et c'est une question que je vous pose, que je pose en même temps à l'ensemble de la salle, est-ce que ce que l'on nomme actuellement l'islamisme menace la langue française ? Pour ma part, personnellement, je ne pense pas. L'islamisme, déjà, il faudrait le définir, et ensuite savoir qui le finance. C'est très intéressant à savoir. On le voit actuellement en Syrie.
On est tous d'accord, je pense. Est-ce que cet islamisme politique, comme on dit, menace la francophonie? Figurez-vous que, pour revenir donc justement à ce sujet, Monsieur François Asselineau a lancé une pétition donc, contre la loi Fioraso. Il a demandé audience au Premier ministre, Monsieur Jean-Marc Ayrault. Celui-ci, Monsieur Asselineau ne s'en cache pas, ne lui a même pas répondu personnellement. Et devinez qui l'a remercié pour avoir lancé cette pétition? C'est Monsieur Abdou Diouf. D'accord, ancien président du Sénégal et secrétaire général ou président de l'œil. Exactement. Sur ce, nous étions invités par Monsieur Christophe Ondelat pour une émission que vous avez peut-être vue. Eh bien, figurez-vous que c'est Madame Calix Bouyagué, c'est ça, hein? Belaya, voilà, pardon. Qui a contredit le président de l'université de Toulouse, Monsieur Cyr, exactement. Donc on s'aperçoit aujourd'hui que les gens qui défendent la langue française, et ça je l'ai vécu personnellement, ce sont des gens de ce qu'on appelait de la sphère francophone, ancienne colonie et plus de ce qu'on appelle... En France, nous ne défendons plus cette langue. Maintenant, elle est défendue par les autres pays, parce que maintenant, c'est une langue qui leur appartient, parce qu'elle appartient justement à tout le monde. Et c'est le propre de tout ça. Donc, je voulais vraiment... je tenais à vous répondre là-dessus, parce que vous avez abordé le sujet 2 fois. Et c'est un sujet inquiétant, je peux parfaitement comprendre, c'est normal, mais... à mon avis, il faut gratter vraiment le sujet de cette histoire d'islamisme-là, parce qu'à mon avis, c'est l'épouvantail qui cache le réel danger. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, au sujet de la francophonie, tout ça. Alors, là, je vous réponds. Quel est le danger dans ce domaine? Pour moi, le danger actuellement, c'est l'américanisation totale, que ce soit de la langue, de la culture, et de vestimentaire, cinématographique, alimentaire. Moi, je travaille dans l'alimentaire, personnellement, dans la restauration, et les gens ne mangent plus de plats typiquement français, ils mangent des cheeseburgers matin, midi et soir. Oui. Donc voilà, je vous donne. Pardon. Tout à fait, ce que vous m'avez dit, rien ne me choque, bien au contraire, je partage. Ce que je voulais dire, c'est tout ça est complexe. Et c'est très complexe, vous savez, en quelques minutes de débat, c'est toujours très difficile de résumer des situations. Bon, la seule chose, c'est que nous sommes pris un petit peu quand même en sandwich entre cette... je vous dis, moi je dis rien d'anti-américain, je connais des Américains très charmants, et de côté américain, si vous voulez, qui exagère dans le domaine du cinéma, dans bien des domaines, enfin on l'a dit depuis, donc je ne reviens pas. Ce qu'on entend un peu par l'islamisme, c'est un petit peu cette pression des voiles, des ci, des ça, qui est un petit peu fatigante. Si nous avions... C'est un peu fatigant quand même, c'est pas dans nos traditions, si vous voulez. Et si nous voyions parfois des voiles qui étaient un peu de couleur tricolore, ça serait sympathique aussi. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faudrait un petit peu qu'il y ait de la variété dans les couleurs, justement, et que ça soit un peu sympathique, rieur. Quand je suis allé en Malaisie, j'ai été ébloui de voir tous ces jolis petits voiles sympas, frétillants et tout. Alors, la France, c'est la variété, c'est la diversité. Je suis fils d'une Marseillaise et fils d'un Bourguignon. Et nous aimons la diversité, mais pas cette espèce de côté un peu noir, fatigant, etc. C'est ce que je voulais dire par l'islamisme. Merci. On a une prochaine question. Ça va pas plus loin. On a une question. Alors, où est le... Alors, une question très rapide, puisqu'il y a un des interlocuteurs donc, qui représente une association nommée Le Courriel, concernant les néologismes dans les nouvelles technologies notamment. En fait, quel est l'organisme qui décide des termes à employer, en fait, des termes officiels? Parce que moi, j'avais été un peu choqué, notamment pour traduire le terme buzz.
le terme officiel normalement c'est Ramdam et étymologiquement ça vient de Ramadan, donc en fait ça fait un peu l'amalgame entre le Ramadan et une agitation. Bon bah là c'est catastrophique. Donc, alors là qui décide des termes officiels Alors. et aussi est-ce qu'on pourrait pas s'inspirer aussi de ce qui se fait au Québec puisqu'ils ont une espèce de dictionnaire de termes qui ne sont pas employés en France. Alors, voilà. au Québec, ils ont effectivement l'OQTF, l'Office québécois de la langue française, qui est un peu ici repris à la fois par l'Académie, mais surtout pour les termes effectivement techniques et nouveaux et pour la terminologie par la délégation générale à la langue française et aux langues de France, la DGLF-LF, voilà, qui édite effectivement des bulletins qui ne sont pas forcément très très diffusés, dont le monde du travail se saisit finalement assez peu. Par exemple, on leur doit récemment mot dièse comme traduction de hashtag pour tout ce qui va être Twitter et autres sites communautaires. Je ne sais pas si c'est à eux qu'on doit par exemple ordinateur. Dans la plupart des pays du monde, vous allez en Russie, vous allez au Japon. Merci. Ils ont gardé computer. Nous avons réussi néanmoins à imposer, effectivement, je remercie l'assistance, un mot à nous pour le traduire. Le problème de la terminologie, c'est pas tant la création, souvent les équivalents français existent, que le manque de volonté de s'en saisir des acteurs économiques et des salariés eux-mêmes. Il y a quand même une idéologie, une mode, un mouvement de groupe qui tend déjà à remplacer des mots qui ne sont pas techniques. Dans mon milieu aérospatial, par exemple, j'entends régulièrement des phrases aussi compréhensibles que est-ce que tu as checké est-ce que tu peux me montrer, est-ce que tu as checké les plots par rapport au run que je t'avais demandé sur les ranges de tel et tel paramètre, voilà. Bon. Mais entre eux, disons que le fait d'utiliser d'autres mots, le fait de choisir, puisque c'est les mots qui sont utilisés couramment par mes collègues, le fait de choisir de les mettre en français passe pour un acte militant, puisque naturellement, ils sentent bien, à partir du 4e mot que je traduis en français spontanément dans la phrase, que derrière, il y a une volonté, puisque ce n'est pas le terme qu'ils auraient spontanément utilisé. Donc si déjà la substitution du vocabulaire courant en est à ce stade, le vocabulaire technique, malheureusement, a peu de chances de suivre. Maintenant, effectivement, si vous voulez vous en saisir vous-même et diffuser dans vos environnements professionnels, le site de la DGLF-LF propose régulièrement des terminologies. Alors, souvent, malheureusement, il y a quand même un grand manque de courage ou d'originalité. Ils vont traduire bug par bog. C'est parfois effectivement l'usage courant, par exemple pour déboguer, j'ai entendu récemment déverminer, qui avait l'avantage d'être quelque part plus explicite dans sa construction. Oui, si vous voulez, quand on voit ce que vient de dire notre ami sur la langue employée, enfin, si on peut appeler ça une langue, c'était absolument épouvantable. Moi, mon message, je dirais ma force numéro 1, c'est de dire à tous nos amis, nous d'abord, et eux avec, relisez les grands auteurs de la langue française, c'est magnifique, c'est extraordinaire, de Stendhal à tout ce que vous voulez, ça c'est de la valeur ajoutée, c'est merveilleux. Et l'autre jour, je suis allé donner une conférence au lycée Kléber à Strasbourg. Il y avait 300 jeunes gens et jeunes filles. Et je leur ai parlé du français, de la France, du rayonnement français au XVIIIe siècle. Je me suis dit, comment vont-ils prendre ça? C'était des jeunes de 16, 17, 18 ans. Je m'attendais franchement à des remerciements polis. Ça a été, croyez-le, une ovation. Eh bien, je me suis dit que notre jeunesse, notre belle jeunesse, francophone, française, américaine, si on leur apporte les bons auteurs, de Malraux à Monterland, mais tous ceux que vous voulez, à Leclésio, etc., c'est, moi, mes conférences, celles que je donne, c'est sur les grands auteurs de la langue française, parce que c'est magnifique. Camus, je leur ai parlé de Camus pendant 1h30. Ah, Camus, c'est quand même au cœur de la France, du Maghreb, etc., enfin, je veux dire, de l'Algérie. Et ces auteurs, tous ces gens-là, de blog, de Nuns, de tout ce que vous voulez, ils connaissent pas tout ça. Ils se privent d'une allégresse, du magnifique. Prenez, soyons concrets, les restaurants français. Ben, il y en a seulement plus que 25 qui sont des restaurants car ils servent une cuisine préparée par eux-mêmes. Eh bien, les 75 autres n'existent plus. Façon de parler, c'était la nourriture rapide. Enfin, on en a besoin un petit peu parfois, mais
c'est les bons restaurants qui préparent la bonne cuisine. Eh bien, la langue française et tous nos Michelin, tous nos grandes sociétés, chaque fois que je rencontre quelqu'un, je dis, dites-moi, quelle était votre dernière lecture? Et là, tout de suite, on voit l'œil s'éveille, et ceux qui s'intéressent à nos auteurs, à leur littérature, et à celle des autres, on peut très bien lire de bons auteurs américains, de bons auteurs anglais, etc. Why not? To be born a gentleman is an accident, but to die one is an achievement. Voilà. Eh bien, ça, c'est même pas un anglais, c'est un irlandais. C'est George Bernard Shaw. Donc, vive les langues au maximum, mais d'abord la nôtre. Partageons-la. Une autre question? Le monsieur là-bas. Une dame peut-être? On n'en a pas entendu de... Peut-être plus tard. Oui. Si, j'en ai vu quelques-unes. Personne? Bonjour. Je voudrais juste poser une question sur un autre éclairage du débat. On parle beaucoup de la défense du français, notamment à niveau international et à niveau institutionnel. Mais d'expérience, moi je pense qu'il y a aussi un gros problème du français, tout simplement parce que beaucoup de Français ne savent plus parler leur propre langue. Et le niveau, notamment scolaire français, frôle l'analphabétisation. Excusez-moi. C'est un constat que j'ai fait. Il se trouve que mes deux parents étaient enseignants d'anglais. Et ils m'expliquaient d'eux-mêmes qu'ils avaient de plus en plus de mal à enseigner l'anglais pour la bonne et simple raison que leurs élèves ne parlaient plus le français. Donc ils devaient d'abord enseigner le français avant d'enseigner l'anglais. Et ce qui amène à une autre problématique, c'est que ce niveau lamentable fait qu'une grande partie de la population française, finalement, en définitive, n'aura pas accès à l'anglais. Hein, c'est une réalité. Et que dans cette situation, on va se retrouver avec, alors je lance des chiffres au hasard, mais peut-être 80% de la population qui va se retrouver complètement sur le carreau et sans aucune opportunité par la suite d'évoluer dans des carrières où justement l'anglais sera nécessaire. Ils ne maîtrisent pas leur propre langue. Ça semble effectivement une question très pertinente. Peut-être davantage d'ailleurs, à mon sens, que la haute littérature ou la littérature tout court, puisque c'est déjà une porte d'accès à cette littérature que d'avoir cette aisance avec la langue. Et par ailleurs, la littérature peut être un biais un peu élitiste pour proposer effectivement aux gens une appropriation de leur propre culture. Le problème de l'enseignement est un problème d'abord politique, puisque c'est l'homme politique qui va décider des programmes en dernier recours, et puis finalement des volumes d'enseignement. De mémoire, en 20 ans, on a perdu l'équivalent d'une année de français entre le collège et le lycée, à force de réduire les heures à chaque fois pour introduire des cours d'informatique, plus de cours de technologie, etc. Et c'est toujours le français qui a été raboté. Effectivement, l'équivalent d'une année entière de travail crée aussi... Il y a peut-être aussi un problème dans l'enseignement du français. Il y a peut-être un problème simplement dans l'enseignement du français on n'enseigne plus la grammaire, on n'enseigne plus le... Voilà, ça rejoint un peu... Je l'ai moi-même constaté vers la fin de mes études. Ça avait déjà bien commencé à la fin de mes études. Non, sans doute, c'est un tout. Mais effectivement, on peut y voir une volonté politique qui accompagne très probablement effectivement la montée de l'anglais, puisqu'on délaisse plus facilement un outil qu'on maîtrise mal, on délaisse plus facilement une langue dans laquelle on s'est toujours senti plus ou moins en défaut, faute d'avoir effectivement les structures les plus adaptées, les plus correctes pour s'exprimer, avec cette peur de l'orthographe notamment, que des cours peut-être un tout petit peu plus intensifs, comme ils étaient donnés il y a 15 ans, sans plus, leur auraient permis de surmonter. Merci. Ça semble effectivement lié à la volonté politique de passer à autre chose. Et on ne tue jamais mieux son chien qu'en l'accusant de la rage. Merci. Alors, une autre question Alors, une dernière question, parce que après on va prendre une petite pause café avant d'écouter Monsieur Asselineau. Bon. Troisième table ronde, pardonnez-moi, pour lancer la troisième table ronde. Mademoiselle. Oui, bonjour. Donc moi, c'est un rebondit exactement entre les deux de ce que vous étiez en train de dire, c'est-à-dire, excusez-moi, oui. Ça rebondit sur ce que vous étiez en train de dire, c'est-à-dire, tout à l'heure vous parliez du fait qu'à un moment on a emprunté beaucoup de mots à l'italien parce qu'en Italie il se passait quelque chose qui était la Renaissance. Aujourd'hui on emprunte beaucoup de mots à l'anglais, mais on n'emprunte pas beaucoup de mots à l'anglais qui nous permettraient de lire de la grande littérature anglaise. C'est-à-dire que on est
on se bat contre ces anglicismes qui rabotent toujours plus vers le bas, une espèce de sous-culture mercantile qui n'élève pas du tout et qui rabaisse, parce que les mots qu'on utilise sont toujours plus simplificateurs et du coup ne sont pas du tout vecteurs de culture. Donc ce qui serait aussi une manière de résister à l'anglais, pas par patriotisme effréné, mais par le fait que cet anglais qu'on nous propose rabote vers le bas. Et surtout, deuxième chose, à force d'avoir des films toujours en anglais et les chansons toujours en anglais, moi j'ai un niveau d'anglais à peu près, voilà, j'ai fait des études, je parle un petit peu anglais. Quand on écoute la radio et que ça va vite, on ne comprend pas. Donc je veux dire, on est baigné dans un anglais qu'on ne comprend pas quand il va vite, et des films à la télévision, si on ne lit pas les sous-titres, qu'on ne comprend pas, et du coup on s'enferme de plus en plus dans une espèce de culture qui nous tire vers le bas et qui en plus, dont on comprend un mot sur deux. Voilà. Alors, je vous rejoins là-dessus. En fait, on finit par avoir un peu le sentiment des citoyens de seconde zone dans son propre pays, puisque à l'aéroport, je crois que c'était en 2009 de mémoire, l'aéroport Charles de Gaulle a changé tous ces abrégés. Vous savez, vous avez 4 lettres parfois qui donnent actual, in, block, time. Enfin bon, vous avez tout un vocabulaire technique en fait sur les zones de l'aéroport de manière à aider à l'aiguillage du voyageur. Et brutalement, ça a été non pas surtitré en anglais, mais transposé. Donc vous perdez effectivement, vous avez des supermarchés où vous voyez des welcome, vous avez des Carrefour Market, on perd effectivement tous les références qui nous font nous sentir à l'aise et nous sentir légitimes dans notre propre pays, notamment à travers les slogans publicitaires, les choix des marques, etc. Par contre, là où vous dites une sorte de sous-vocabulaire qui nous rabaisse, effectivement, je pense que ce n'est pas seulement aussi restrictif, que c'est aussi plutôt ce caractère restrictif n'est pas seulement hérité, mais il est vraiment voulu. Il y a une intention derrière. Quand vous dites, j'ai quelques exemples, là on va essayer d'aller très vite, mais quand vous dites un job, un job, c'est pas tout à fait pareil qu'un boulot, et c'est surtout pas du tout pareil qu'un métier. Président de la République, c'est un job balayeur aussi. C'est une façon de masquer les réalités sociales. Quand vous parlez d'un job d'été ou qu'un recruteur vous propose un job, un CDI dans son entreprise, finalement, la précarité est complètement gommée par ce vocabulaire. Donc on est tout à fait dans la langue de bois, en réalité. On est tout à fait dans... en fait... L'idée de la langue de bois, par essence, c'est de masquer un pan de la réalité dans l'angle mort d'une définition. Et là, un métier, on sait tous ce que c'est. Un métier, ça permet de vivre dignement. Un métier, ça suppose un salaire, ça suppose une qualification, ça suppose une progression. Un job, ça suppose rien de tout ça. Un job, on peut être mal payé, parce qu'on pense au job d'été, on pense plein de choses. Un job, c'est une activité en contre-rémunération, c'est tout. Quand vous avez un challenge, c'est pas tout à fait pareil qu'un défi. Un challenge, c'est toute une idéologie du benchmarking, toute une idéologie de la quantification de la valeur des individus. Un défi, c'est avant tout porté quand même par un certain esprit de compétition, par un certain esprit de dépassement de soi. Quand vous avez, alors j'essaie d'aller très vite, mais un coach. Et un coach, vous avez une idée du nombre de mots que ce mot valise remplace, et donc du nombre de réalités extrêmement différentes qui ont disparu du simple fait de sa généralisation. J'en ai listé juste quelques-uns. Accompagnateur, thérapeute, entraîneur, conseiller, consultant, formateur, instructeur, expert. On en trouverait encore beaucoup plus. On va ajouter monitorat que vous utilisez les Québécois. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Alors, on va écouter monsieur pour la dernière question. Oui. Tenez. Au sujet des diplômes, là, il paraît que le certificat d'études que j'ai passé, soi-disant que c'est un peu plus fort que le baccalauréat actuel. Ça fait presque, d'après ce que j'ai entendu, hein. Et ça doit être assez vrai parce que je le dis souvent et les gens les approuvent absolument. Ce qui est grave, c'est que dernièrement, on a fait des statistiques. Il y a 25% d'enfants en 6e, lorsqu'ils abordent la 6e, ils ne sont pas capables de lire. Pas capables de lire en 6e. Je peux vous dire que ça va être catastrophique pour eux. Parce que pour passer le permis de conduire, pas possible. Et pour de nombreuses tâches, ils ne peuvent pas du tout maîtriser quoi que ce soit. Hein? Maintenant, au sujet de la lecture, le monosyllabique, là, parce que c'est celle que j'ai appris, c'est extrêmement lent. Vous savez très bien, vous les anciens, au début c'est extrêmement lent. Mais moi, je peux vous dire que maintenant, j'arrive à lire beaucoup, enfin 3-4 fois plus vite dans ma lecture, sur écran, et que je parle. Ça, j'ai été étonné, je l'ai constaté. Je ne peux pas parler aussi vite que je lis. Oui, oui. Merci beaucoup.
C'est bon. Bon. Comment? Oui, c'était plus un témoignage, c'était très bien. Merci beaucoup, merci à vous.